Retour à Bamako aujourd'hui du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État a participé à Praia au Cap-Vert à la cérémonie d'investiture de Jorge Carlos Fonseca, réélu pour un second mandat de 5 ans. 1,6 milliard de francs CFA, c'est le montant du don octroyé au Mali par le Japon. Un don pour appuyer le programme d'assistance alimentaire. Tombouctou transporté à Vienne en Autriche, c'est à travers une exposition des panneaux explicatifs et des photographies des manuscrits. L'exposition a été inaugurée par l'ancien président autrichien Heinz Fischer en présence du ministre de la Culture Ndiaye Ramatoulaye Diallo. Bonsoir, merci de rester sur nos programmes et bienvenue au journal. Le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a pris part hier à Praia au Cap-Vert à la cérémonie d'investiture de Jorge Carlos Fonseca, réélu pour un second mandat de 5 ans. Dans son discours d'investiture, le président Fonseca a invité ses concitoyens au travail pour consolider la prospérité du pays. Le récit de nos envoyés spéciaux Ibrahim Traoré, Tedje Moussa Kamara. Praia, capitale capverdienne, au cœur de la ville, un chapiteau ouvert à la population est installé pour accueillir une cérémonie voulue simple mais hautement symbolique pour le pays, l'investiture du président de la République. Jorge Carlos Fonseca est réélu à la tête du Cap-Vert pour un second mandat de 5 ans. Il a obtenu plus de 74% dès le premier tour. Parmi ses invités de marque, le président Ibrahim Boubacar Keïta, venu lui témoigner l'amitié et le soutien du peuple malien. Et pour le déroulé d'une telle cérémonie ici, c'est l'Assemblée nationale qui se réunit en session spéciale. L'élection du président de la République est confirmée. Il est ensuite invité à prêter serment. Jorge Carlos Fonseca a juré de respecter la Constitution, honorer les lois et garantir l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. Enfin, il reçoit l'écharpe présidentielle des mains du président de l'Assemblée nationale avant de s'adresser à ses compatriotes. Le président Fonseca les invite à l'unité et surtout au travail pour l'émergence du pays. Il n'y a aucun gouvernement dans le monde qui pourra résoudre tous les problèmes de la communauté s'il n'y a pas une volonté forte de tous ces citoyens de vouloir et de croire qu'ils ont en soi des moyens propres nécessaires pour vaincre. Le travail ardu, l'ambition, mais aussi la responsabilité personnelle doit être la référence et la marque du succès de chacun de nous. Cet archipel d'Afrique de l'Ouest, ancienne colonie portugaise, considéré comme un modèle de démocratie sur le continent, est réputé pour sa stabilité politique et sa bonne gouvernance. Le président Fonseca, qui s'est dit conscient des défis de son pays, entend travailler à investir davantage dans la sécurité, à lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes, à renforcer enfin la politique économique en s'appuyant sur le tourisme. Son discours d'investiture est suivi d'un moment de félicitations marqué par des accolades chaleureuses. Occasion pour le président Ibeka de remercier à son tour celui qui était présent à son investiture à Bamako en septembre 2013. Le président de la République a donc regagné Bamako aujourd'hui en provenance de Praia. À son retour, le chef de l'État a salué le peuple capverdien et placé ce déplacement sous le signe de l'amitié entre nos deux pays. Compte rendu de nos envoyés spéciaux. Le président de la République achève son court séjour dans la capitale capverdienne. Juste avant de quitter le pays, le chef de l'État a eu droit à des honneurs militaires, suivis d'une revue des troupes et des hymnes nationaux. Et c'est en début d'après-midi que le président Ibrahim Boubacar Keïta a regagné Bamako. Il est accueilli par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Ce déplacement présidentiel visait à magnifier l'amitié et la coopération maliano-capverdienne. L'amitié, la reconnaissance à l'endroit d'un homme d'État que nous avons toujours vu aux côtés du Mali, en diverses occasions,
chaque fois que de besoin. Mais vous me permettez d'abord, vous en avez été témoin, de remercier le peuple du Cap-Vert, les différentes îles du Cap-Vert, le président Fonseca, pour d'abord le féliciter pour sa brillante réélection, 74%, et toute la cordialité, toute l'amitié, vraie, franche, sincère, que nous avons vu mettre en œuvre pour notre accueil de manière la plus chaleureuse. Lui, son peuple et sa famille. Et remercier également aussi nos quelques ressortissants maliens, et surtout après, qui ont tenu à naître, qui étaient là à l'arrivée comme au départ. Et un peuple en fait, une démocratie bien assise, qui est aujourd'hui un modèle de développement. Mais cela ne saurait surprendre quand on en sait les bases et les fondamentaux qui valent au Cap-Vert d'être à une telle fête. En marge de la cérémonie d'investiture, plusieurs personnalités ont également échangé à huis clos avec le chef de l'État. J'ai reçu mon brillant ami José Brito, l'homme des futurs Africains. C'est lui-là même qui a, l'un des premiers, sinon le tout premier, dit l'importance de la prospective dans nos programmes et projets de développement. Et José Brito a fait l'honneur à la vue amitié de se porter auprès de moi ce matin pour un échange important, fructueux, car aujourd'hui, il anime un institut dont la vocation est de contribuer puissamment à l'innovation technologique en Afrique. Il était accompagné d'une de nos compatriotes qui est, je ne sais pas si on dit brillant chercheur ou brillante chercheuse, et en cet institut-là. Donc un voyage très court, très utile, comme pour le confort de l'amitié avec le Cap-Vert, et également très fructueux pour ce qui concerne les échanges avec le président Macky Sall. Le président Ibrahim Boubacar Keïta rentre donc satisfait d'un séjour riche en amitié. Il entend ainsi dynamiser les relations entre Bamako et Praia pour le bonheur des peuples des deux pays. Actualité purement nationale à présent, le Japon octroie au Mali un don d'un montant d'1,6 milliard de francs CFA au titre de son appui au programme d'assistance alimentaire. La cérémonie de signature de l'échange de notes concernant cette assistance s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Aloussine Touré, compte rendu. La coopération entre le Japon et le Mali est l'une des plus intenses, sinon des plus constantes, notamment dans les domaines généralement répertoriés. La sécurité alimentaire, objet de la présente signature d'échange de notes, est l'un des domaines les plus illustratifs de cette coopération. Le partenaire japonais vient en appui aux efforts du gouvernement, particulièrement lorsque la campagne agricole est en partie menacée. C'est le cas cette année avec les inondations conjuguées aux menaces acridiennes. Près de 3 millions de personnes seraient menacées par l'insécurité alimentaire. Notre assistance alimentaire s'avérera capable d'atténuer leurs impacts économiques et sociaux et limiter le risque de phénomènes parfois irréversibles. Il s'agit du 12e échange de notes signé dans ce domaine depuis 1989. Le montant ainsi octroyé servira à l'achat de riz, dont une partie sera distribuée gratuitement aux paysans nécessiteux, alors que l'autre partie sera vendue pour constituer un fonds dénommé Fonds KR. La présente cérémonie de signature d'un échange de notes d'octroi de dons, qui intervient seulement quelques semaines après la présentation de vos lettres de créance à son Excellence Monsieur le Président de la République du Mali, démontre à suffisance l'engagement du Japon pour soutenir les efforts de développement et de résilience des populations maliennes. En effet, grâce aux efforts conjugués du gouvernement du Mali et de ses amis et partenaires comme le Japon,
Aujourd'hui, le Mali connaît des avancées significatives dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. L'assistance du Japon s'étend sur d'autres domaines tels l'éducation, la santé, l'assistance aux réfugiés et à présent la lutte contre le terrorisme. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau s'est rendu dans certains quartiers de la commune 6 du district de Bamako pour faire l'état des lieux des installations d'approvisionnement en eau potable. À Niamakoro et à Faladje notamment, la plupart des installations hydrauliques sont en panne, ce qui pose avec acuité le problème d'approvisionnement dans ces quartiers. Agali Agissa. Cette descente sur le terrain du ministre en charge de l'eau vise à constater et viser les difficultés afin de planifier des solutions. À Niamokoro, un quartier de plus de 800 000 âmes, le manque d'eau demeure une réalité. Nous avons 2 châteaux qui sont en panne depuis 2015. Bon, l'un est branché sur le réseau EDM, mais celui-là était branché sur les panneaux solaires qui ont été tous volés. Il y a 6 addictions d'eau sommaires qui ont été réalisées pour certaines depuis les années 80. 2 sont en état de fonctionnement normal. Et les 4 autres, nous avons pu identifier les travaux de réhabilitation. L'objectif, c'est réellement de nous préparer à faire face à la période de forte chaleur. Le ministre a promis la mise en marche de ces structures et l'installation de comités de gestion à travers la mairie avant le mois de février prochain, ce qui permettra de réduire la forte demande pendant la saison chaude. À Faladje Sema, un secteur situé en hauteur, le système technique de ravitaillement a besoin d'être renforcé. La population croît, il y a une extension, parce qu'il y a une forte demande et notre production ne peut pas répondre à cette demande. La demande de Faladje est prise en compte dans le grand projet de Kabbalah. Malik Al-Husseini s'est rendu également à la station de reprise de Faladje qui tourne bien mais sans combler les fortes demandes en eau potable. Le contenu de ce communiqué à présent avant de poursuivre ce journal, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mme Keita Aïdambo, a participé du 18 au 19 octobre dernier à Marrakech, au Maroc, à la réunion ministérielle préparatoire de la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP22. La rencontre de Marrakech a examiné et débattu, entre autres, les questions relatives à l'entrée en vigueur de la mise en œuvre de l'accord de Paris, la mobilisation des moyens de mise en œuvre pour l'action climatique, l'action climatique concrète et immédiate. À l'issue des travaux, un appel pressant a été lancé au pays pour la ratification de l'accord de Paris et l'amendement de Doha au protocole de Kyoto. Ces 2 accords, faut-il le noter, ont été ratifiés par notre pays, le Mali. La Société malienne d'ophtalmologie a tenu ce vendredi matin son 3e congrès ordinaire sur le traumatisme oculaire. Cette rencontre qui regroupe les acteurs de la santé oculaire se permettra donc de sensibiliser davantage les populations sur ce genre de traumatismes qui sont aujourd'hui un problème de santé publique. Le point avec Khadija Toukone. 37 millions de personnes sont mal ou non-voyantes dans le monde et les traumatismes oculaires représentent 38 à 65% des traumatismes dans les urgences selon les statistiques. Ils deviennent alors un problème de santé publique. C'est pourquoi les acteurs de la santé oculaire sont réunis pour le 3e congrès ordinaire de la Société malienne d'ophtalmologie SOMAO afin d'échanger sur le fléau. Chaque jour dans le monde, les vies de plus de 2000 familles sont déchirées par la perte d'un enfant victime d'un traumatisme non intentionnel, parfois aussi appelé accident, qui aurait pu être évité. Le chagrin qu'éprouvent ces familles est immense et souvent il affecte des communautés entières face à ce fléau. L'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance se sont attachés en 2008 à faire de la prévention des traumatismes chez l'enfant une priorité pour les responsables de la santé publique. La cécité est un véritable frein au développement. C'est pourquoi le gouvernement du Mali, à travers le département en charge de la santé, fait des efforts énormes pour la lutte contre les traumatismes oculaires et leur prise en charge. La lutte contre la maladie est une préoccupation des autorités de notre pays avec le financement d'un nouveau centre d'ophtalmologie pédiatrique au CHU Iota qui verra certainement le jour avant la fin d'octobre grâce à une implication personnelle de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il en soit profondément remercié. Il y a eu des efforts énormes au niveau du pays pour renforcer les plateaux techniques et les ressources humaines qui le composent. Je dois rappeler que nous avons un programme national de santé oculaire qui est un indice assez important
une politique sectorielle de santé qui chapeaute tout et une grande expérience que nous avons acquise dans le domaine de l'ophtalmologie à travers l'opération Yélé, la construction et l'équipement aussi du centre Milagro qui a fait son chemin, la présence de centres secondaires d'ophtalmologie fonctionnels dans la plupart des capitales régionales, avec des centres secondaires fonctionnels dans certains districts. Au Mali, sur plusieurs cas de traumatisme oculaire, la principale cause est les aiguilles de tresse, communément appelées bandigi. Viennent ensuite les accidents de circulation et de travail. Santé toujours avec la 16e édition de la journée de l'ordre des pharmaciens du Mali qui s'est ouverte à Bamako. Le thème de cette édition est autorisation de la mise sur le marché des médicaments. Compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Mamadou Fane. Maillon important de la politique nationale de santé, l'Ordre des pharmaciens du Mali est une organisation qui joue un rôle central dans l'approvisionnement des médicaments pour les malades. C'est dans ce contexte que se tient cette 16e édition de la journée des pharmaciens du Mali. Une journée dont le thème est autorisation de la mise sur le marché des médicaments, AMM. L'activité qui nous réunit ce matin est l'une des dernières activités de la mandature en cours. Le bureau du Conseil national réunira les sages de la profession et les personnes et ressources en vue d'élaborer des conditions optimales du renouvellement du bureau du Conseil national. Conditions qui seront soumises à l'approbation de l'Assemblée des pharmaciens lors d'une assemblée générale organisée. Je vous invite donc à participer massivement à cette élection qui aboutira à une alternance à la tête de l'institution ordinale. Cette journée est un espace de rencontre et d'échange entre les professionnels de la médecine et de la pharmacie pour veiller au respect de la moralité, de la probité et du dévouement indispensable à l'exercice de la profession. Le thème central de cette édition 2016 qui s'intitule « Autorisation de mise sur le marché AMM des produits pharmaceutiques au Mali » est un indicateur important du système de régulation du secteur pharmaceutique national. Il traduit la volonté des organisateurs à partager avec les populations son ambition de mettre à leur disposition des médicaments de qualité. Pour les pharmaciens, les médicaments de la rue constituent de nos jours un danger pour la population, d'où une interpellation des autorités qui ont promis à leur tour de mener une lutte efficace contre ce fléau. L'ISS, l'Institut d'études de sécurité et l'Agence japonaise de coopération internationale viennent de publier le rapport de l'étude Jeunes djihadistes au Mali, guidés par la foi ou les circonstances. Ce rapport, présenté ce matin au cours d'un point de presse, identifie 15 facteurs qui poussaient ces jeunes à rallier les groupes terroristes. Le reportage de Mohamed Ould Mamouni. 15 chercheurs, dont 10 Maliens, ont mené de mars à juillet 2016 une enquête sur le thème « Jeunes djihadistes au Mali, guidés par la foi ou les circonstances ». Cette enquête a touché 502 personnes sur tout le territoire national. Le rapport de cette étude est au centre de ce point de presse de l'Institut d'études de sécurité et de l'Agence japonaise de coopération internationale. Ce phénomène est un phénomène complexe qui met en œuvre des facteurs qui sont beaucoup plus larges que ceux qu'on entend le plus souvent, c'est-à-dire les facteurs économiques et les facteurs religieux. Notre travail a permis d'identifier une quinzaine de facteurs qui montrent véritablement qu'il y a un travail important à faire par de nombreux acteurs et que le travail le plus important, c'est peut-être d'abord et surtout de bien comprendre le phénomène de façon à pouvoir développer des réponses adéquates. Cette étude montre également que les facteurs sont évolutifs. Le chômage est un facteur parmi une catégorie de facteurs économiques. Les facteurs économiques comprennent d'autres facteurs, notamment l'insuffisance de revenus. Donc oui, le facteur est un facteur qui est présent. J'ai compris qu'une personne qui est consultant et qui n'a pas donc d'entrée régulière va se considérer comme étant un chômeur. Et donc il a fallu qu'on déconstruise d'abord ce qui est entendu par le mot chômage et on a vraiment essayé de comprendre si les gens avec qui on s'entretenait avaient ou pas une activité génératrice de revenus. Interrogée sur les recommandations de cette étude, la conférencière dit ne pas être en mesure de nous les fournir. Elle affirme par ailleurs que ces recommandations seront bientôt disponibles après validation. La Caisse malienne de sécurité sociale a tenu la 15e session ordinaire de son conseil d'administration. La structure a investi plus de 81 milliards de francs CFA dans ses activités en 2015. La Caisse a réalisé toutes les activités prévues dans son plan d'action, notamment le paiement régulier des pensions et des prestataires de l'agence de l'assurance maladie obligatoire. Compte rendu Salimata Daou. Cette assemblée est chargée d'examiner le rapport des activités 2015 de la Caisse malienne de sécurité sociale, accueille de nouveaux administrateurs nommés il y a peu. À la Caisse, l'année 2015 est jugée satisfaisante. En 2015, la Caisse a pu assurer l'essentiel de ses missions, notamment le paiement régulier de ses pensions,
grâce aux cotisations recouvrées et la subvention apportée par l'État. Au cours de la même année, elle a pu mener à bien une activité phare de son plan d'action. Il s'agit de la réalisation de la 3e étude actuarielle. Les participants de cette session ordinaire ont également examiné le rapport d'exécution du budget et du compte de gestion 2015. Le budget de la Caisse a été rectifié et porté à 85 975 000 francs CFA. Ce budget a été exécuté au 31 décembre 2015 en recette à la somme de 79 474 110 000 francs CFA et en dépenses 81 586 422 francs CFA. La Caisse malienne de sécurité sociale a pour mission d'encaisser les cotisations des différents régimes et de régulariser les droits à la pension des différents bénéficiaires, entre autres. Le président directeur général de la pharmacie populaire du Mali est en tournée dans la région de Kayes. Objectif, s'enquérir des conditions de travail et de stockage des médicaments. Le premier responsable de la PPM a également saisi l'occasion pour expliquer les nouvelles orientations de sa structure. Jafar Aïdara. L'objectif de la visite du président directeur général de la pharmacie populaire du Mali est de s'enquérir des conditions de travail des agents, recenser les problèmes afin de trouver des solutions. Ainsi, le PDG a visité le dépôt des produits de la PPM de Kayes, la chambre froide pour voir de visu les conditions de stockage des médicaments. Kayes est une région très vaste, une région qui est confrontée à des problèmes d'enclavement. Et donc, de ma mission, je tire les conclusions suivantes. C'est qu'il y a des problèmes. Donc, des problèmes pour rallier certaines zones à cause de l'état de la route. Moussa Sanogo a rencontré le personnel du dépôt de la pharmacie populaire de Kayes, le directeur régional de la santé, le directeur de l'hôpital, de l'ordre des pharmaciens, du médecin-chef du CCRF de Kayes. Au menu des échanges, de grands changements que la nouvelle équipe veut apporter au sein de la PPM, expliquer les grands axes, à savoir la construction des entrepôts modernes dans les régions, l'informatisation de la structure, le renouvellement du parc auto et le renforcement des capacités des agents à travers la formation. Le président directeur général de la PPM a visité le terrain sur lequel les entrepôts doivent être construits dans un bref délai. Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, la FENACOF, la Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines du Mali, l'ONG APRAM 2000 vole au secours des femmes démunies. Les deux structures viennent en effet de lancer le réseau des organisations de la société civile au Mali et le crédit spécial d'appui aux femmes démunies. Agibou Koulibaly. La solidarité est un des mécanismes de promotion de l'autonomisation des femmes. Ainsi, pour mieux promouvoir cette solidarité envers les femmes démunies, la Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines du Mali, FENACOF, et l'ONG APRAM 2000 ont initié le réseau des organisations de la société civile au Mali, Ressort Mali. Ce ressort a pour objectif de faire prendre conscience aux organisations de la société civile du rôle que joue la solidarité dans notre société, amener ces mêmes organisations à travailler en synergie pour la promotion et la pérennisation de la solidarité dans notre pays. Pour les organisateurs, 3 activités phares constituent l'ossature de cette initiative. Dans le cadre de la gestion des micro-entreprises pour que vraiment ces femmes puissent s'autonomiser, ces actions vont de la donation des vivres et des non-vivres, ça va aussi au lancement, n'est-ce pas, d'un crédit spécial pour les femmes démunies. Les autorités en charge de la femme ont apprécié cette journée. Je lance un appel à toutes les bonnes volontés pour soutenir une telle initiative et souhaiter une très bonne réussite pour le bonheur des femmes démunies. La FENACOF et APRAM 2000 s'engagent à accompagner le département en charge de la solidarité à travers une sensibilisation accrue via le ressort Mali pour que les démunis puissent s'intégrer dans le tissu social. Après la conférence débat sur les manuscrits de Tombouctou à l'Académie diplomatique de Vienne en Autriche, c'est au tour de la Bibliothèque nationale de la capitale autrichienne d'accueillir quelques collections à travers une exposition inaugurée par l'ancien président autrichien Heinz Fischer en présence du ministre de la Culture Ndiaye Ramatoulaye Diallo. Ce projet, initié par l'ambassade du Mali en Autriche, vise à intensifier la coopération entre nos deux pays. L'expo présente des panneaux explicatifs et des photographies des manuscrits de Tombouctou. Envoyé spécial à Vienne, Modibo Soirée, Maganfin Konate.
Cette exposition a été la deuxième activité du séjour de la délégation malienne à Vienne. Ici, à la célèbre Bibliothèque nationale de la capitale autrichienne, plus d'une dizaine de manuscrits originaux issus du patrimoine culturel du Mali, notamment de Tombouctou, ont été exposés. On a mené 15 manuscrits. Ça représente tout pour nous parce que ça, c'est notre identité, notre culture, notre héritage. Vienne accueille des manuscrits de Tombouctou, tout comme Tombouctou reçut le 1er juillet 1880 le docteur Oskar Lenz, explorateur autrichien. Les manuscrits de Tombouctou sont un gisement dont il nous reste à déterminer les sciences, infuses ou non, nécessaires à leur exploitation pour une meilleure compréhension du monde d'hier et d'aujourd'hui. Le Mali, sous le leadership de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, s'est à cet effet engagé à protéger, sauvegarder et promouvoir les manuscrits pour enrichir la culture universelle et la culture de l'universel. Ces manuscrits anciens figurent parmi plus de 285 000 autres exfiltrés de la cité des 333 saints et conservés à Bamako. Pour le ministre fédéral autrichien aussi bien que pour le président Fischer, accueillir quelques-unes de ces collections ici à Vienne est un honneur pour l'État autrichien. Il est très heureux que cette exposition se tienne ici à Vienne. J'ai appris beaucoup de choses sur Tombouctou. Et quand j'ai été au Mali, j'ai été très impressionné. Et maintenant, je suis revenu avec l'histoire de Tombouctou en tête. À l'issue du vernissage de l'expo, le ministre Ndiaye Ramatoulaye Diallo a offert au nom du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta une porte traditionnelle de Tombouctou au président autrichien Heinz Fischer, un cadeau symbolisant l'amitié entre le Mali et l'Autriche. Actualité du Mali, toujours hors de nos frontières, notre pays, à travers le ministère du Commerce et par le biais du cadre intégré, était bien présent au Salon international SIAL 2016 à Paris. Le stand du Mali a connu une influence record grâce aux importateurs européens et américains. Suleiman Kenza Sidibé. Le Mali expose à ce salon international de l'alimentation des produits, la confiture de mangue de Yangfouila certifiée ISO 22000 et la gomme arabique exploitée dans le Sahel occidental. La France est l'un des gros pays importateurs de la gomme arabique avec un plafond de 43 000 tonnes sur un total mondial de 130 000 tonnes pour l'année 2014-2015. Dès lors, on comprend l'esprit, sa pertinence pour la participation du ministère du Commerce à cet important rendez-vous commercial. Il y a 40% de part de marché à conquérir. C'est pourquoi le ministère du Commerce nous a commis pour participer à ce salon en accompagnant certains exportateurs de gomme arabique. La gomme arabique se caractérise par une forte demande sur le marché mondial et les 40% de ces marchés ne sont pas encore satisfaits. Le Mali, à travers les acteurs de la filière, compte conquérir une part importante de ces marchés. L'affluence au niveau du stand Mali démontre la justesse de cette ambition. J'ai constaté que ces dernières années, le Mali a fait un très grand travail sur la qualité et la quantité pour rentrer dans les exigences du commerce international. Les exportateurs ont pu nouer des contacts satisfaisants avec de nombreux négociants, hommes d'affaires, dont le directeur général de la firme française Nexira. Il n'y a pas de confiserie où il n'y a pas une utilisation de gomme arabique. Donc c'est un conservant naturel qui se vend bien et qui a beaucoup d'avenir. La visite du ministre français de l'Agriculture sur le stand Mali a donné lieu à un échange fructueux entre lui et le coordinateur du projet cadre intégré. L'échange a porté essentiellement sur l'importance socio-économique de la filière gomme arabique pour les pays du Sahel et surtout un pays comme le Mali où sa culture peut freiner l'émigration périlleuse pour nos enfants. Un autre communiqué dans ce journal, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a l'honneur d'informer les opérateurs économiques de la tenue du Forum économique Turquie-Afrique TABEF du 2 au 3 novembre 2016 à Istanbul, en Turquie, sous la présidence de son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Ce forum représente une réelle opportunité d'affaires et est axé sur le financement des projets d'investissement africains, infrastructures, transports et énergie. Les opérateurs économiques intéressés sont invités à s'inscrire auprès de la direction de la promotion et du partenariat de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali au numéro suivant 76 39 22 35, 62 02 58 33,
66 75 20 76. Le nombre de places est limité. La date limite d'inscription est prévue pour le lundi 24 octobre 2016 à 10 heures précises. Une nouvelle usine de cimenterie sera bientôt construite à Guimbané, dans la région de Kaya. L'annonce a été faite par le promoteur du projet Gaia Equity, une société réputée au monde dans le secteur de l'industrie du ciment. Le projet, dont les travaux vont durer 3 ans, prévoit une production de plus d'1 million de tonnes par an et offrira à notre pays beaucoup d'autres opportunités. Les responsables du projet étaient devant la presse. Le point avec Aljumatina. La société Gaia Equity, promoteur du projet basé en Irlande, œuvre dans le domaine de la cimenterie depuis des décennies et compte plusieurs filiales à travers le monde. En décidant d'investir au Mali, Gaia Equity entend ouvrir la voie aux investisseurs internationaux, à aider l'Afrique, notamment le Mali, qui regorge d'importantes ressources. Avoir une usine de ciment au Mali, ce qui, à mon avis, contribuera à réduire le prix du ciment. La matière la plus importante au monde aujourd'hui, c'est le pétrole. Et la deuxième matière, c'est le ciment. La prochaine usine de cimenterie intégrée au Mali se veut un projet ambitieux avec une capacité de production d'1,50 million de tonnes par an. Sa mise en œuvre sera assurée par la firme chinoise Sinoman, le géant de la cimenterie dans le monde. J'entends inviter avec moi une grande expertise à travers des experts qui sont internationalement reconnus. Le calcaire du site de l'usine est un calcaire de qualité. Cela aussi va jouer sur la qualité du ciment qui va être produit. Quant aux travaux, ils commenceront avant la fin de l'année et l'exploitation proprement dite est prévue dans 3 ans. La mission de l'ONG internationale Diaconia, conduite par son directeur général, s'est rendue dans la commune rurale de Diago, dans le cercle de Kati. L'objectif était de constater notamment l'exécution du programme de gouvernance scolaire dans cette localité où le taux de scolarisation est jugé faible. Agibou Koulibaly. Dans la commune rurale de Diago, le premier responsable de l'ONG internationale Diaconia voulait s'enquérir de l'impact du partenariat entre Diaconia et l'association d'appui au développement communautaire dans la localité. Un partenariat qui a permis de renforcer les capacités des femmes et des collectivités territoriales. Plusieurs enfants ont été également inscrits à l'école. Le réseau a eu son premier financement par l'ONG Diaconia et avec des montants de 400 000 francs. Le réseau a réalisé un bénéfice de 1 100 000 francs. L'ONG Diaconia et ADEC ont construit un centre multifonctionnel pour les réseaux des femmes de Diago et un montant de 3 960 270. Nous avons organisé la population en réseau des femmes, en coordination des comités de gestion scolaire. Nous avons aussi renforcé leurs capacités à travers des sessions de formation thématique sur la décentralisation. Oui, réellement, je repars dans mon pays avec le cœur rempli de joie et vraiment, je disais à mes collègues que le Mali, c'est un pays vraiment que j'ai compris et réellement ce qui se passe ici. Et je repars avec le cœur plein d'espoir aussi. Le projet de gouvernance scolaire et redevabilité vise à instaurer une pratique de contrôle citoyen et une implication des femmes dans le processus de décision. Il couvre 9 communes du cercle de Kati. Le Fonds de solidarité nationale vient de mettre à la disposition de certaines associations des fournitures et des équipements de production d'un montant de plus de 33 millions de francs CFA. La présente donation s'inscrit dans le cadre de la semaine thématique femmes et enfants du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Reportage de Sogona Kamisoko. Essentiellement composé de couvertures, de layettes, de kits scolaires, de moustiquaires et de matériel pour des activités génératrices de revenus. Ces fournitures ont coûté plus de 33 millions de francs CFA. Le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion est une invite à plus de réflexion pour l'inclusion de toutes les composantes de la société dans le développement du pays. Cet appui doit permettre non seulement de soulager les bénéficiaires, mais aussi de créer des activités génératrices de revenus. Votre institution vient aussi de contribuer à donner plus de chances et d'espérance à ces enfants, ces femmes, familles, pour leur plein épanouissement. Soyez en remerciés. La solidarité n'est pas une action d'une minute,
d'une seconde ou d'une semaine. Je ne cesserai de le dire, la solidarité c'est un comportement de tous les jours, de toute une vie. Nous devons regarder tout autour de nous. Quels sont les gens qui ont besoin de nous? Quelles sont les personnes qui souffrent dans leur chair et dans leur âme? Et nous devons leur apporter un petit amour. La présente donation a été possible grâce à l'appui de l'ONG américaine World Lutheran Relief. Le réseau ouest-africain et centre de recherche en éducation vient de remettre des kits scolaires à 2 universités du Mali pour améliorer la qualité de la formation dans ces universités. L'objectif pour le réseau est de promouvoir l'expertise africaine en matière de recherche en éducation. Youssouf Diakité. Le réseau ouest et centre africain focalise fondamentalement ses activités sur la recherche pour l'éducation au développement durable. Les départements de tutelle saluent l'initiative. Ils ont donné tout de suite des documents à deux universités, l'Université des sciences humaines et sociales et l'Université des sciences de gestion de Bamako, avec l'école normale supérieure. Et aussi ils ont tenu à donner un paquet à l'ISFRA. Ces kits sont composés d'abord de matériel informatique pour les centres d'information des universités. Il y a aussi la documentation qui est constituée des ouvrages qui ont été produits par le CARI. Il y a les revues scientifiques, il y a les journaux et beaucoup d'autres activités. La cérémonie a pris fin par la visite des locaux du Rocaré offerts par le gouvernement du Mali à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Amadou Diadje Sankaré, parrain national de la première semaine du mois de la solidarité, a élargi ses actions aux localités de Saraféré, Kassoum et Sobundu dans le cercle de Niafunké. C'est des kits scolaires et des kits pour les diabétiques d'une valeur de 6 millions de francs CFA ont été remis aux bénéficiaires. Reportage à Yeya Tandina. Le cercle de Niafunké dans la région de Tombouctou a bénéficié de la largesse de son fils, Amadou Diadje Sankaré, parrain de la première semaine du mois de la solidarité, qui a voulu élargir ses actions aux localités de Sareféré, Kassoum et Niafunké. Ces actions sont entre autres des fournitures scolaires, matériel sanitaire pour les diabétiques et visites des personnes âgées. C'est d'une valeur de 6 millions, une valeur totale de 6 millions. Et les villages concernés dans le cercle de Niafunké, c'est la commune de Fitouga, Sareféré, la commune de Kassoum et la commune de Sobundu qui est Niafunké où il y a une école qui porte son nom. Sareféré, première étape de la visite. Ici, les bénéficiaires, tout comme les vieilles personnes, ont salué l'action. À l'image de Modjere Sissé, 102 ans, Bayon Koranchi, 101 ans, et Agnafinke Brema Yatara, 97 ans, et Innechina, 106 ans. Ça vient vraiment au point opportun, parce que nous avons des problèmes, tellement que cela s'est vécu, donc tout est fini. Nous remercions infiniment que ce soit une action continuelle. Notre partie la plus sensible, il tient à ça. Je veux parler des enfants, c'est-à-dire quelqu'un qui vient en aide aux enfants du Mali, vraiment, c'est pour aider l'avenir du pays. Pour la plupart des bénéficiaires, le donateur n'est pas à sa première action. La solidarité est une action de tous les jours pour Diadje Sankaré. Et de la lecture à présent, cette nouvelle parution dans nos librairies, l'aventure de Dame Chat, un conte de Yaya Diafara Sankaré, ancien enseignant et lauréat de plusieurs prix littéraires. L'aventure de Dame Chat raconte l'histoire du petit Gata et de sa fidèle compagne Dame Chat. Le conte est publié aux éditions La Sahélienne. Contact 66 79 24 40 78 45 42 03. Page noire à présent de cette édition en 5e région. Parents, amis et collaborateurs d'El Hajj Samba Maïga l'ont accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Sévaré. Décédé mardi dernier à l'âge de 70 ans, El Hajj Samba Maïga est médaillé de l'étoile d'argent du mérite national avec effigie abeille depuis 1999. Mahamar Ibrahim Touré. Arraché à l'affection des siens, le mardi 18 octobre 2016, le natif de Gabero Zinda, feu El Hajj Samba Maïga, a été accompagné ce matin à sa dernière demeure au cimetière de Sévaré par une foule nombreuse de parents, amis et connaissances. Monsieur Alhaji Samba Maïga, né à Gabero Zinda en 1945, en service depuis 1964 à l'INPES de Gao, directeur adjoint de Gao. Il fut le premier directeur régional de l'INPES de Koulikoro. Il fut aussi directeur régional de Mopti, ensuite directeur régional à Ségou.
Il fut directeur régional à Sikasso, retraité en mars 2001. Médaillé de l'étoile d'argent du mérite national avec effigie à Bay, les collaborateurs de l'INPS retiennent de l'homme sa bonté, sa générosité, son portail et surtout ses sages conseils. Au cours de ces 2 séjours à Mopti ici, j'ai eu à travailler avec lui. C'est un homme qui a l'amour de son travail, la connaissance, la rigueur, la ponctualité. Moi, c'est un homme de principe. Et je le regrette fort. Samba Maïga était un père, un personnel humble, loyal. C'est ce qu'il a voulu, surtout la grande humilité qu'il avait envers tout un chacun. Feu El Hadj Samba Maïga nous a quittés à l'âge de 70 ans, laissant derrière lui 4 veuves, plusieurs enfants et petits-fils inconsolables. Dort en paix, doyen. Après cette édition et la page PMU, vous pourrez suivre un magazine en langue nationale bamanankan sur l'inauguration de la station d'adduction d'eau de Kabala et environ, un événement fêté avec faste par les habitants bénéficiaires. Faut-il le rappeler, 150 000 personnes voient leurs besoins en eau potable satisfaits par la réalisation d'un ouvrage qui aura coûté plus de 9 milliards de francs CFA à l'État et à ses partenaires. Un magazine donc à suivre en langue nationale bamanankan sur l'inauguration de cette station d'adduction d'eau à Kabala. À suivre également après cette édition le premier numéro du journal de la solidarité, une présentation de Nyanya Aliou Traoré. Merci d'avoir suivi ce journal et bonne suite des programmes sur votre télévision nationale.